Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère, je suis complètement à la bourre aujourd'hui. Il est 8h40 au moment où j'enregistre, c'est juste n'importe quoi. Allez, on commence avec le Fear and Greed Index qui est à 27 dans la peur et le marketeur d'Orflow en recherche d'achat. Petite mise au point sur un titre foireux que j'ai glissé hier dans le Zap qui est l'inflation toujours en hausse aux USA. Ce qui est erroné. L'inflation est en baisse par rapport au mois précédent. En revanche, par rapport aux prévisions, le chiffre est lui légèrement supérieur. Désolé à ceux que j'ai pu induire en erreur avec ce titre. Bon Zap à tous et bonne nuit du coup, c'était Zap Crypto. On passe sur Tagado qui nous classe les pays qui taxent le plus les résidents sur les cryptos. C'est assez fou parce qu'on a des pays, je pensais que la France aurait été dans le top 5, top 3, finalement, on a des pays qui sont encore pires que la France. La Belgique, par exemple, désolé pour nos amis belges, je pense qu'il y en a forcément dans les viewers, dans les abonnés, 33% d'impôts pour les particuliers et 50% d'impôts pour les traders pro, c'est hallucinant. Islande de 40 à 46%, c'est là aussi énorme, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on se rapproche des 50%, c'est-à-dire 50%, la moitié des gains que vous allez faire dans la crypto, c'est pour l'État, c'est hallucinant. Israël jusqu'à 53%, Philippines 35%, Japon 45%, et il nous dit que la France n'est pas très loin en réalité parce qu'on est à 30% quand même et 45% pour les pros. Ce qui est assez énorme. Ils sont plutôt partis sur le Sango Coin. Un shitcoin pour toi, tu dirais ou... Ils sont toujours partis sur le Sango Coin. Quand on était parti en RCA, on savait déjà, on avait déjà le nom Sango, et on savait déjà qu'il y avait cette histoire de tokenisation. On y allait aussi vraiment pour les dissuader de faire ça en fait. Voilà, pour nous, ils prenaient beaucoup de risques en lançant ça, et on voit bien la levée de fonds. Donc ils ont mis le jeton à vendre, ils ont récolté 1,8 million pour l'instant, donc c'est un échec. Tu peux rappeler un petit peu du coup quel était le projet, dans quoi tu investissais quand tu achetais le Sango Coin? Je sais pas trop en fait. Il faut vraiment que nous on soit focus sur notre sujet. J'ai quelques éléments, j'ai tout lu, mais j'ai pas envie de m'encombrer l'esprit avec ça. C'est pas notre propos. Notre propos, c'est le Bitcoin. Le Sango, tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, la vente de jetons n'a pas été un succès complet. Pour un pays, lever 1,8 million quand on sort un jeton du pays, forcément, c'est pas terrible. Quand des fois, on fait ce chiffre d'affaires-là en 2 jours, on n'est pas un pays, tu vois. C'était trop tôt, trop précipité. Personne ne comprend ce qu'il y a dans ce projet Sango, à part peut-être les promoteurs, mais moi je comprends pas comment ce projet est censé amener de la prospérité dans le pays. Donc vu que nous on comprend pas, on n'est quand même pas complètement étranger à comment ça fonctionne tout ça, je me disais que le projet était peut-être un peu bancal, quoi. Mais encore une fois, mon boulot c'est pas de critiquer Sango, c'est de faire la promotion de Bitcoin dans le pays, et les deux sont pas du tout incompatibles. Donc c'est pas Sango plutôt que Bitcoin, c'est que voilà, là ils ont fait leur lancement de Sango comme c'était prévu. Ça n'empêche pas de continuer à travailler sur Bitcoin, mais la balle est dans le camp du président Touadéra, il nous fera signe quand il aura besoin de nous. Donc déjà en direct, ça vient de sortir, il est sous le coup d'un mandat d'arrêt, c'est normal, parce qu'il y a des gens qui ont perdu des milliards, des centaines de millions d'euros, et derrière, indirectement, par effet de ricochet, ça va impacter des sociétés. Et donc il y a des sociétés qui vont déposer, qui vont peut-être souffrir toujours de Terra Luna, et surtout ces sociétés-là, elles vont l'attaquer. Et donc c'est normal que ça revienne, et il y a un exemple classique qui vient de tomber aussi, c'est Algorand, qui n'a pas investi directement dans Terra Luna, mais ils ont investi sur un espèce de prêteur qui s'appelle Allnote, qui est quasiment en dépôt de bilan. En tous les cas, ils ont bloqué tous les retraits sur leur plateforme. Ils ont perdu 300 millions de dollars avec le crash de Terra Luna. Et malheureusement, Algorand avait des participations. Donc ça représente 35 millions de dollars. Et bien évidemment qu'ils vont faire des poursuites pour attaquer Terra Luna indirectement. On débute les actualités du mardi avec le hard fork d'Ethereum qui a officiellement été validé par les mineurs dissidents sur leur compte Twitter. En effet, après avoir dévoilé leur logo qui représente le losange d'Ethereum avec un W en son centre, ils ont annoncé que le hard fork de la blockchain aura lieu 24 heures après The Merge, et ils précisent que le moment exact du fork sera annoncé 1 heure avant le lancement, et quand le fork aura lieu, ils dévoileront toutes les informations techniques qui serviront aux mineurs pour participer à la sécurisation de la nouvelle blockchain. Mais je précise que ce fork est extrêmement critiqué par la communauté des développeurs qui estiment que le travail fourni par les personnes derrière ce fork est plutôt bancal et le résultat final risquerait également d'être bancal en raison de la non-participation de certains acteurs, comme par exemple certains oracles comme Chainlink qui permettent le transfert de données du monde réel sur la blockchain, ce qui pourrait déstabiliser les applications DeFi par exemple.
Donc au final, la question est maintenant de savoir si ce hard fork se passera sans bug et sans attaque du réseau, et surtout si cette nouvelle blockchain sera adoptée alors que les sociétés du secteur crypto soutiennent majoritairement la blockchain de base qui va transiter vers le Proof of Stake dans 1 journée et 4 heures. À savoir que suite à cette annonce, le TH Proof of Work a été jusqu'à faire un plus 90% avant de finalement suivre les marchés en rechutant au niveau d'avant l'annonce aux 25$. Et je précise que si vous voulez profiter du airdrop d'ETH Proof of Work pour les revendre rapidement, la meilleure méthode est de mettre vos ETH sur des places d'échange centralisées comme Binance ou FTX qui ont annoncé qu'ils supporteraient le nouveau token, car si vous les laissez sur vos clés Ledger ou MetaMask, à l'heure actuelle, il n'existe pas de pool de liquidité pour ce token sur les exchanges décentralisés. Deuxième idée reçue, The Merge réduira les frais de transaction. Là aussi, c'est faux. The Merge est uniquement un changement dans le consensus. C'est pas une expansion de la capacité du réseau, donc il n'y aura pas de baisse des frais de gaz. Troisième idée reçue, les transactions seront sensiblement plus rapides après The Merge. Là aussi, c'est faux. Même s'il y aura peut-être quelques changements minimes, la vitesse de transaction restera généralement la même. Quatrième idée reçue, tu pourras retirer tes Ethers stackés directement après The Merge. Là aussi, c'est faux. Tu ne pourras pas retirer tes Ethers stackés directement après The Merge. Pour pouvoir les retirer, il faudra attendre la prochaine mise à jour de Shanghai qui se fera, je crois, dans 6 à 12 mois, à vérifier. On a vu qu'il y avait une différence fondamentale et potentiellement critique entre le Proof of Work et le Proof of Stake. Le Proof of Work dépend d'une ressource extérieure, l'énergie, pour créer une barrière de sécurité physique à laquelle on peut contribuer de façon ouverte et qui a un coût de production dans le monde réel. Le Proof of Stake dépend en fait de ressources intrinsèques, en l'occurrence des jetons ETH et du code, pour créer une sorte de barrière de sécurité digitale, mais qui n'a pas nécessairement un coût de production dans le monde réel et à laquelle on ne peut contribuer qu'avec la permission du système lui-même. On a vu que les incitations économiques d'un système en Proof of Stake risquent de nous amener au fur et à mesure vers une concentration de plus en plus grande et surtout irrémédiable des tokens ETH et donc du pouvoir d'écrire sur la blockchain entre les mains d'un petit groupe de personnes. Là où le Proof of Work maintient une sorte d'équilibre avec des vrais contre-pouvoirs et une réelle séparation entre la détention du réseau et le contrôle du réseau, le Proof of Stake vient supprimer la séparation entre ces deux choses. De ce point de vue-là, selon moi, le Proof of Stake n'offre pas la même structure de contre-pouvoir que le Proof of Work, et le Proof of Stake ne semble pas être bien protégé contre le risque de capture sur le moyen et sur le long terme. Ensuite, on a Coinbase qui cherche à acquérir les 1,6 milliard d'USDC de MakerDAO. Donc, on en a parlé la semaine dernière. MakerDAO, c'est quoi? C'est la DAO derrière le stablecoin le plus décentralisé qui soit aujourd'hui, le plus capitalisé en termes de stablecoin décentralisé, c'est-à-dire le DAI. Donc, tu as un outil qui est super sympa d'ailleurs. Donc, il faut savoir que le DAI, il est surcollatéralisé, c'est-à-dire que pour 6 millions de dollars de DAI générés, il y a 10 milliards de dollars de DAI en collatéral. Donc, il est collatéralisé à 146%. Le but, c'est quoi? C'est que si jamais les cryptos sous-jacentes, donc les stablecoins, les Ethers, etc., le prix s'effondre rapidement, eh bien, on a quand même suffisamment de collatéral pour maintenir ce peg de 1 pour 1. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que il suffit d'une baisse de 30%. C'est ça que ça veut dire. C'est ça. C'est ça, et ça peut devenir problématique, perte de confiance, etc., etc. Donc, il faut avoir une bonne assiette d'actifs et éviter d'être surexposé à un actif. Et aujourd'hui, la problématique, c'est qu'ils sont exposés à 7 USDC. Celui-là, de ce que j'ai compris, ça, c'est de l'USDP de Paxos, donc c'est différent. On a celui-là. Bref, je dirais à la louche, on a entre 36 et 41% de collatéralisation en USDC. C'est-à-dire que si l'USDC, je sais pas, arrêtait son activité, tombait à zéro, gelait toutes les activités décentralisées type MakerDAO, etc., il se retrouve avec un trou de 40%, ce qui est vraiment problématique. Cette problématique, ils en ont conscience. C'est pour ça qu'ils veulent se détacher progressivement de cette surdépendance à l'USDC. Et c'est pour ça que Coinbase se propose d'acquérir une partie de cette USDC, justement, pour générer un rendement, ce qui permettrait du coup à la trésorerie, à la DAO de Maker, de pouvoir s'exposer à un petit peu autre chose. Donc, affaire à suivre. Pour le moment, c'est une proposition, il n'y a rien de fait, mais on n'hésitera pas à vous tenir au courant.
On passe au deuxième type de layer 2, donc ce sont les plasmas. Donc les plasmas, c'est une solution qui a été proposée par Vitalik Buterin et Joseph Poon. C'est en fait un framework, donc si vous voulez, c'est un cadre qui va permettre de développer des applications évolutives sur Ethereum. Les plasmas sont des solutions qui vont utiliser les arbres de Merkle. Donc en cryptographie, en informatique, les arbres de Merkle, c'est une structure de données, on va dire, qui comporte beaucoup d'infos. C'est pour faire un peu plus simple. Et c'est grâce à ces arbres de Merkle qu'on va pouvoir créer une chaîne supplémentaire à la blockchain principale, et cette chaîne supplémentaire, on va l'appeler child chain. En fait, les child chain sont tout simplement des copies, elles sont identiques à la chaîne, à la parent chain, donc la chaîne principale. Grâce à cette child chain qu'on va décharger la chaîne principale, on va venir faire les transactions en fait sur les child chain au lieu de la blockchain principale, de la parent chain, et c'est grâce à ça que les transactions vont pouvoir se faire plus vite et qu'elles vont pouvoir être moins chères. Parlons maintenant d'une bonne nouvelle concernant le Bitcoin. On a Fidelity. Fidelity, c'est un géant des gestions des actifs. Cette société gère plus de 2460 milliards de dollars d'actifs en 2018. Ça doit être beaucoup plus maintenant. Donc c'est plus que tout le marché crypto. C'est 2 fois le marché crypto. Et ils sont en train de lancer une offre pour leurs clients grand public pour pouvoir acheter et vendre du Bitcoin. C'est assez énorme. Fidelity, ils ont une trentaine de millions, 34 millions de comptes du coup aux États-Unis de personnes qui pourront désormais acheter et vendre des crypto-monnaies s'ils lancent bien cette offre, ce qui est vraiment une très bonne chose pour la démocratisation du Bitcoin et des crypto-monnaies. Les instituts, ils sont aussi grégaires que les retail. Hein. C'est-à-dire que quand il y en a un qui s'y met, tout le monde s'y met rapidement parce qu'ils veulent pas passer pour des abrutis. Par contre, personne veut y aller en premier. Hein. Idem pour pas passer pour un abruti, parce qu'ils ont peur de pour leur réputation. Mais il y a un FOMO réel des instituts, on l'a très bien vu en 2020 lors du marché haussier, et on voit bien que là, on a des fonds qui sont en train de se créer. Alors là, c'est encore un autre, hein, encore un hedge funds. Alors c'est pas un hedge funds, mais c'est des boîtes de capital venture qui créent un fonds à 1 milliard. On a vu que il y avait aussi Brevan Awards, qui est un énorme hedge fund pour le coup anglais, qui avait aussi un fonds à 1 milliard. On a vu qu'on a des fonds de Bernard Arnault qui s'appelle Aglaé, qui lève des millions. Je vous dis juste que ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on a des instituts qui se préparent à investir massivement dans les cryptos, dans la DeFi, dans les NFT, dans les structures, dans la structure même de l'écosystème crypto. Donc là, on a Northzone, on a KKR, alors là qui est une des sociétés de gestion les plus agressives, hein, de private equity notamment, et eux ils envisagent de lister des titres de ces sociétés sur Avalanche, vous voyez. Très potentiellement, dans un futur proche, on sait qu'on aura ça dans la DeFi. On a déjà pas mal de protocoles dans la DeFi qui font des actifs synthétiques d'actions. Je sais qu'ils sont dans le collimateur de la SEC, mais on verra très prochainement, je pense, des acteurs legacy qui sont reconnus partout dans l'écosystème et qui, de la finance traditionnelle, et qui vont commencer à se déployer dans la DeFi. Pour apporter de la liquidité, hein, c'est sûr, parce que ça permet d'échanger beaucoup plus rapidement. Sinon, on a BitGo, qui est un des plus gros dépositaires de l'écosystème des cryptos. Pour les instituts, hein, c'est-à-dire qu'ils déposent leurs actifs, leurs cryptos chez BitGo. Ils permettent aussi, c'est un peu un prime broker, c'est-à-dire qu'il offre plein d'options, il leur permet de faire du trading, il leur présente des investisseurs. Et en fait, BitGo, ce qu'ils font là, voilà, ils devaient en fait se fusionner avec Galaxy Digital, qui est aussi un énorme player de l'écosystème des cryptos. Et en fait, finalement, ça s'était pas fait. Du coup, là, il y a BitGo qui poursuit Galaxy pour 100 millions. On verra ce que ça donnera. Ça peut toujours être, ça va être intéressant. On va commencer par la purification par le CPI hier après-midi. C'est la douche froide. Alors la douche froide, c'est très bon pour la santé, d'accord, ça réveille et c'est bien pour la circulation du sang. Il y a plein d'autres bienfaits derrière, donc prenez des douches froides. Les chiffres de l'inflation US prennent les anticipations à contre-pied et le CAC 40, bref, ça on s'en fout, ce qui nous intéresse c'est ça. L'indicateur des prix à la consommation aux États-Unis, le CPI, pour le mois d'août progresse de 0,1% au lieu de moins 0,1% à moins 0,2 attendu. Donc ça c'est une mauvaise nouvelle et c'est pour ça qu'hier ça s'est bien pété la gueule. Quand les nouvelles sont bonnes, ça bouge très peu, ça fait des mini pumps et quand c'est mauvais, ça se crache bien fort. Ma conclusion de tout ça, c'est apprendre le trading c'est bien, mais annoncer les chiffres du CPI c'est mieux. Est-ce que le pic inflationniste est atteint selon vous?
Bah pour moi oui, on voit bien que la dynamique elle change. Ça a démarré en juillet 2020, ça a clairement accéléré au milieu de l'année dernière, et là on voit bien que la dérivée elle commence à se calmer. Donc il n'y a pas besoin d'avoir fait 20 ans d'études pour comprendre qu'évidemment le mois suivant va être hyper important. Si le mois suivant l'indice tape à 295, 300, ça va sentir mauvais. Mais tant qu'on reste vers 295, 296, c'est bon. On voit bien que le rythme de croissance ralentit. Donc ça fait déjà 2 ou 3 mois que ça se ralentit. Ça paraît pour l'instant difficile à confirmer. Il faudra encore 1 mois probablement avant de statuer. Bon, déjà on a ici une analyse un peu plus rationnelle. C'est-à-dire que moi-même, je ne peux pas vous dire là tout de suite si clairement on a trouvé le pic inflationniste. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que tout le monde brasse du vent pour pas grand-chose, puisque si on regarde le year-to-year du CPI, donc la version qui est non traficotée version cœur, là, c'est-à-dire où on enlève un peu les trucs qui nous font chier, donc clairement ici ça baisse, hein, donc il n'y a pas de souci, le chiffre ici continue de se contracter, ce qui permet pour ma part de prévoir que le mois suivant paraît plutôt pas trop mal, mais encore une fois il faut faire quand même attention, le mois suivant va vraiment nécessiter une confirmation. C'est celui qui va nous dire si clairement ce mois-ci c'était ni plus ni moins que dans la tendance de réduction du rythme de croissance et ça se confirmera le mois prochain, ou au contraire le mois prochain on repart à l'achat et là oui clairement on pourra entériner cette idée de ah merde le pic inflationniste, bon il est probablement pas encore là. Ok ? Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. L'autre petite chose, je dis toujours, au lieu de regarder bêtement ces chiffres macroéconomiques qui sont pleins de bruit statistique, sans parler des pures manipulations des chiffres eux-mêmes, qui sont avérés, hein, c'est pas moi qui l'invente, je suis pas complotiste pour un brin, hein, mais juste, je m'y connais quand même à peu près en statistique, et Dieu sait que c'est quand même assez magistral quand on peut bourriner les chiffres à l'intérieur d'une statistique, quand on a pour but derrière de l'étudier à long terme. Bref, ceci dit, donc ici, ce qui m'intéresse, moi, c'est surtout ça, c'est la première fois que l'adjudication des bonds à 30 ans dépasse, là on revient sur des niveaux supérieurs à 2014. Donc c'est plus de dire le dernier pic ici qui avait été adjudiqué, oui, à 3,41. Donc on arrive enfin à dépasser ce niveau. Donc toujours le signe que la politique de long terme sur les taux a clairement changé, pas juste les taux directeurs, etc. Les taux réels d'adjudication, donc ça c'est de l'adjudication sur le marché primaire, l'émission de dettes réelles, de dettes nouvelles, pas la revente de dettes existantes, donc se fait sur des taux supérieurs aux précédents, ce qui est pour moi donc une confirmation réelle, pas juste une spéculation, du fait que la courbe long terme des taux, qui a toujours été comme ça, là, très baissière depuis des dizaines d'années, a marqué une fin. Donc on est bien dans un changement d'air. Les rythmes de taux vont effectivement aujourd'hui très probablement se conditionner par des creux sommets ascendants. Maintenant, on l'avait dit, quand on était à 1,30 sur du 30 ans, il faut quand même vous mettre dans la réalité de ce que ça représente. C'est quand même de la folie. Toujours est-il que l'on peut tergiverser longtemps sur ce qui s'est passé hier, on s'est pris un bain de sang, et quand on se prend un bain de sang comme ça sur les marchés, on ne fait pas de prisonniers. Le marché tire d'abord, il pose les questions ensuite, et pour ce qui est des titres individuels, il faut pas chercher midi à 14h, hier c'était pas la préoccupation principale, c'était on balance la croissance, on balance la value, on balance tout, et pour l'instant, on se met à couvert avec un casque sur la tête en espérant que personne ne vienne nous taper sur la tête. Donc pour l'instant, on est tendu, on est sur une zone assez critique. Il y a encore des chiffres qui vont sortir aujourd'hui. Il y a le CPI et le PPI qui sortent en Angleterre, mais il y aura aussi le PPI aux États-Unis cet après-midi. Donc je rappelle que le PPI c'est le Producer Price Index, donc c'est les prix à la production, ce qui veut dire que si le PPI aux États-Unis remonte, ça veut dire qu'il y a un effet boule de neige pour le mois prochain sur le CPI qui sera pas forcément une bonne nouvelle, donc il y a encore un petit peu de méfiance à avoir. Au niveau du VIX, indice de la volatilité et de la peur baquée sur les SP500, donc là ça va taper bientôt le haut du canal, donc est-ce que finalement après on va refaire du vert, on sait pas trop. Bon, en tout cas, c'est possible d'avoir peut-être demain, après-demain, un petit peu de vert. Si le VIX rebondit là, et après rechute, c'est peut-être un SP500 qui cogne ici là, et qui rebondit après, pour faire un W. Pourquoi pas? Bon, le Bitcoin, on pensait qu'il allait taper ici, il est à peu près 23 000 et quelques dollars de Roger ici avant de retomber, mais il retombait juste un petit peu avant. Bon, après, attention,
le BTC pourrait tout à fait aller voir Roger, faire une belle bougie verte à 23 000, après bim, après bien se casser la gueule. Et là, si on respecte cette trendline ici, enfin ce canal long terme, hein, qui est là depuis que le bear market a commencé, on pourrait taper là les 9 000 $. Ça fait peur, hein, et si jamais ça prend du temps, on pourrait même aller aux 7 000. Bon, je préfère même pas y penser, je serais le premier à pleurer, hein, tout simplement. Bon. On va tout d'abord commencer comme d'habitude avec l'analyse du Bitcoin. Pas grand chose à dire sur l'unité de temps weekly. On est toujours dans une phase de faible volatilité. On a les bandes de Bollinger, vous le voyez, qui sont en train de se rapprocher. Le prix du Bitcoin est en train de se tasser depuis la mi-juin. Il évolue entre deux bornes, à peu près les 18 500 $ qui servent de support et le niveau des 25 000 $ qui sert de résistance. Et donc le prix du Bitcoin, vous le voyez, il consolide entre ces deux bornes, laissant le temps aux bandes de Bollinger de se rapprocher. Et idéalement, il faudrait évidemment que la bande de Bollinger supérieure aille rejoindre le niveau des 25 000 $. Et à ce moment-là, si on a une impulsion haussière, ce sera vraiment intéressant d'entrer en position. Pour le moment, la consolidation n'a pas duré suffisamment longtemps pour que ce soit intéressant. On va basculer sur l'unité de temps 3D. Sur l'unité de temps 3D, on voit un petit peu plus en détail ce range, vous le voyez. Donc la résistance vers le niveau des 25 300 $, le support vers le niveau des 18 500 $ environ. Quoi qu'il en soit, en 3D, les bandes de Bollinger, vous le voyez, elles sont parallèles, elles viennent tout juste de se rapprocher et de s'aplatir. Donc pour le moment, pareil, rien à dire, on est en train de consolider. Tant qu'on reste entre ces deux bornes, rien à faire, ça sera uniquement des faux signaux, des petites bougies haussières par-ci, par-là. Vous le voyez, on avait notamment eu la semaine dernière une forte bougie d'impulsion haussière lorsqu'on est parti chercher le niveau ici des 18 500 $ qui servait de support. On avait tout de suite les acheteurs qui ont acheté du Bitcoin et donc qui a fait que le prix a rebondi fortement. Donc pour le moment, le support des 18 500 $ est préservé. Attention, tant qu'on est à l'intérieur de ce range, encore une fois, pas grand chose à faire. On aura peut-être une vente massive à l'approche de la résistance, peut-être à nouveau un achat massif à l'approche du support. Mais quoi qu'il en soit, tant qu'on ne franchit pas à la hausse ou à la baisse l'une de ces deux bornes, ça ne restera que du bruit. Là, c'est une zone de prix qu'on n'a pas du tout tenue. Du coup, il se passe quoi? Actuellement, les vendeurs étaient coincés. Quand on regarde les ratios ici, vous voyez, le ratio était en faveur des shorts. Donc, il y avait plus de shorters que d'acheteurs, enfin plus de shorts que de longues sur Binance, de traders pas en termes de quantité de position, hein, mais en termes de quantité de traders. Donc, les vendeurs étaient sous pression et étaient bloqués dans leurs shorts. Ok. Et le problème, c'est que après les chiffres du CPI, les chiffres sont pas vraiment, sont pas très bons. Du coup, ça fait un gros mouvement baissier sur le S&P 500. Le Bitcoin s'y corrèle. Il y avait aussi beaucoup de liquidations au sud. Donc voilà, ça fait un effet domino. Et du coup, tout, c'est un peu comme un Lego, des Lego qui s'embriquent. Et puis du coup, tout s'aligne et ça chute. Bon. Et du coup, oui, comme on avait vu, fallait pas retourner sous cette zone parce que c'était le point de pression qu'on avait sur les vendeurs pour continuer de pouvoir pumper. Et tant qu'on était bullish au-dessus de la ligne ici, il y avait possibilité de retourner dans le haut du range, voire même de le breaker. Mais au moment, et ça on en avait parlé, au moment où on perd ça, c'est pas bull, parce que ça signifie qu'on est juste venu chasser les stops. Et là actuellement, il y a plusieurs possibilités. Pour redevenir bullish, pour moi, il n'y a pas le choix. Il faut répéter les 22 700, tant qu'on reste sous 22 008, il n'y a rien de bullish ici, et ça reste bearish, ok. Idéalement, maintenant, qui est sous pression, c'est les acheteurs, parce que là, le ratio long, il est remonté fortement. Ça ne veut pas dire que là, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'acheter le dip. Ça peut signifier ça. Mais quand on compare l'open interest et la ratio, ça je vais le dégager parce qu'il me dérange, ici vous voyez l'open interest il s'est effondré. Mais pendant que l'open interest il s'effondre, le ratio il augmente. Ce qui veut dire que les shorters qui étaient coincés en ont profité majoritairement pour se barrer. Donc il y a eu des acheteurs qui se font liquider ici, donc du coup c'est ce qui fait que l'open interest il chute. Mais derrière l'open interest il continue de chuter et le ratio long il continue de monter. Donc, ce qui veut dire qu'il y a plus de positions qui se ferment que de positions qui s'ouvrent. Et parmi les positions qui se ferment, c'est probablement des shorts qui se ferment. C'est pour ça que le ratio long remonte. Ok. Et du coup, tout simplement, là actuellement, qui est sous pression, c'est les acheteurs. Il reste un dernier espoir pour les acheteurs de voir le Bitcoin se reprendre. C'est si cette zone est maintenue. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de vendeurs qui ont shorté à fond le support. Ça, on en avait parlé. C'est pour ça que la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus. Enfin, c'était la semaine dernière où on avait vu ensemble qu'il y avait de grandes chances d'avoir un short squeeze par la suite parce qu'il y avait trop de vendeurs agressifs ici. Donc d'abord de casser puis de faire le short squeeze derrière. Je vais y arriver. Et du coup, c'est ce qui peut maintenir les bulls en vie. Ok. Et du coup, en gros, c'est toute cette zone ici du combat précédent. Si on prend les moyennes mobiles monthly, là-dessus aussi, il y a un point très très inquiétant. C'est comme on a dit aussi par le passé, c'est que pour la première fois de son histoire, la moyenne mobile
la moyenne mobile 50 mois a été touchée. C'est qu'il va falloir vraiment faire attention sur cela parce que la moyenne mobile 50 mois, dans toute l'histoire du Bitcoin, n'a jamais été touchée par le passé. Maintenant a été touchée. Nous avons essayé d'en ressortir au mois de juillet, réintégré au mois d'août, et là, au mois de septembre, on est en train d'essayer de sortir. Et il va falloir sortir parce que si on réussit pas, en quelque sorte, à sortir et à confirmer la sortie de la moyenne mobile 50 mois, cela sera très dangereux parce que la règle des moyennes mobiles, comme tout le monde peut-être le sait maintenant, parce que je le dis plusieurs fois, quand on casse une moyenne mobile, on risque d'aller voir la moyenne mobile qui vient d'après. Et ça, c'est très mauvais et très dangereux. C'est ce qui fait que probablement nous allons retester la moyenne mobile de 200 mois. Et la moyenne mobile 100 mois, elle se situe dans la zone entre 9000 et 12000. Et enfin, on va conclure donc avec la paire Ether contre Bitcoin. Et voilà, on a eu le rebond sur cette fameuse zone hebdomadaire. On va d'ailleurs se mettre en hebdo pour mieux voir. La zone hebdomadaire qu'on travaille les 0.075. Regardez la belle réaction. Ici, on a eu la mèche tout en haut. Et bien ici, pour l'instant, on a la mèche tout en bas. Donc à suivre, voir un petit peu comment va réagir cette paire. Si on refranchit ce niveau qui est pour moi la résistance la plus proche qu'on a sur le daily, bien évidemment qu'on pourra espérer faire un nouveau sommet puisque la tendance est bien haussière sur le journalier sur cette paire Ether contre Bitcoin. Donc le plus probable c'est de venir chercher un nouveau sommet, mais attention donc à cette zone rouge qui pourrait servir à nouveau de résistance pour Ether contre le Bitcoin. Alors je cache juste une idée reçue, on le dit souvent, buy the rumor, sell the news. Par rapport à The Merge, buy the rumor, sell the news, buy the rumor, sell the news, buy the tout ce que vous voulez. Bon, je le dis souvent et je le répète, je sais qu'on n'est pas nombreux à le dire, mais j'aime bien vous le rappeler. On va prendre un petit peu de recul, on va se mettre en weekly. Moi, je pense en fait davantage qu'en réalité, dans un marché haussier, on buy la rumeur et on sell la news. C'était ici au niveau de Coinbase, rappelez-vous. On buy la rumeur, on sell la news, le fameux BITO. Notre ami BITO, qui permet en fait à des gros portefeuilles ou des portefeuilles particuliers de pouvoir investir ou spéculer directement sur le Bitcoin, se pouvoir entretenir, notamment sur des contrats futurs. Donc on criait au spot, et finalement le spot n'est pas arrivé, mais la SEC a validé un contrat sur les contrats futurs. Pour les big boys, les baleines, les fonds institutionnels, les Goldman Sachs, les JP Morgan et j'en passe, ça suffisait en fait pour faire crash le marché. Je pense pas qu'ils pensaient que ça allait aller aussi loin, puisque tout ça en fait n'est pas prévu, bien évidemment. Ça c'est plutôt effet Terra Luna qui rentre dans une capitulation. Mais la capitulation, on aurait très bien pu l'avoir ici, évidemment. Ok, mais c'est pas ce qu'on avait observé d'un point de vue technique. Donc moi je pense qu'on est plutôt en fait dans un buy the rumor, sell the news quand le marché est haussier, et qu'on est plutôt dans un sell the rumor, buy the news quand le marché est baissier. En somme, je pense qu'on pourrait potentiellement sell the rumor, buy the news au niveau du merge. Merge qui arrivera dans peu de temps, 23 heures maintenant. Le compte à rebours est lancé. Aux yeux de tous, tu es le seul à posséder ce NFT. Et ça, c'est grâce à l'historique de la blockchain qui prouve l'authenticité d'un actif. Sur l'historique, on peut retrouver l'adresse du mint du NFT, la date, son prix, et ainsi de suite. Si on reprend l'exemple de nos cartes de catch, une fois que le ghost les a volées, c'est fini pour toi. Personne ne peut prouver que c'est toi qui les as achetées et qu'elles t'appartiennent en réalité. Et là, je te vois venir, tu vas me dire, oui, mais ton NFT de singe mutant, je peux le screen et le mettre en photo de profil. Ouais, comme les mecs qui se baladent dans la rue et qui se prennent en photo à côté d'une voiture de luxe et qui la publient sur Insta. Si on leur demande de montrer la carte grise de la bagnole, ils vont commencer à bégayer. Donc si tu mets un NFT en photo de profil qui ne t'appartient pas, on pourra rapidement le vérifier puisque la blockchain émet des certificats de propriété accessibles à tous. Alors les NFT, ça sert vraiment à rien. Aujourd'hui, on ressent toujours les mêmes trois besoins: collectionner, s'exprimer et sociabiliser. Ça tombe bien, on peut toujours le faire de manière beaucoup plus fiable et rapide. Tu connais sûrement la collection Bored Ape Yacht Club, ces petites têtes de singes mignonnes là. En possédant un de ces singes, tu fais partie d'une communauté de gens aisés et qui pèsent dans le game. C'est un cercle fermé le truc, tout le monde peut pas y entrer. Et en affichant ton singe sur les réseaux ou en se promenant sur OpenSea, les gens savent qui tu es. Là je te parle de collection, mais les NFT c'est avant tout une technologie qui offre bien d'autres possibilités. Vu que c'est un actif unique, on peut s'en servir pour certifier des sacs de luxe, des œuvres d'art, des vêtements sur mesure, des noms de domaine aussi. On peut retrouver les NFT dans beaucoup de catégories différentes. Tu l'as remarqué je pense, mais la hype sur les NFT en 2021 sur les collectibles, elle s'est fortement assagie. Maintenant, c'est les projets qui ont une réelle valeur ajoutée qui vont rester. Je te prends l'exemple d'Eternal qui consiste à convertir les flashs des tatoueurs en NFT. Ça, c'est un projet qui s'inscrit dans le temps. Il n'y a pas d'effet de mode derrière, tu vois. C'est le parfait mélange entre l'art et l'utilité. Enfin, perso, je suis fan de ce projet. Le dernier jeu de notre liste est Titan Arena.
Similaire à d'autres MOBA, Titan Arena vous permet de choisir parmi différents héros avec différentes statistiques, classes, skins et attributs. D'assassin à tank, en passant par tireur d'élite, le jeu est également gratuit et vous recevrez un héros lorsque vous vous inscrivez. Le personnage que vous obtiendrez gratuitement est un tireur d'élite appelé Raidon, mais le premier héros qui vous est présenté n'est pas représenté en tant qu'NFT et n'est pas échangeable sur le marketplace. Vous pouvez toujours l'utiliser pour ranker. Vous pouvez encaisser les récompenses ou les réinvestir dans le jeu pour acheter des héros NFT afin de maximiser vos gains. Titan Arena a différents modes de jeu et le jeu a atteint un record de 6 millions de joueurs actifs en seulement 2 semaines après son lancement. Agression sexuelle au sein de la métaverse. Si je dis pas de conneries, ça s'est passé en Corée du Sud, c'est ça? Ouais, c'est ça, une métaverse Corée du Sud avec un mec d'une trentaine d'années qui aurait essayé de rabattre des petites jeunes sur la métaverse et qui aurait mis des contenus pédophiles et stockés dans la métaverse. Le mec, il est dans le turfu, mais pour des mauvaises raisons, lui. Ouais, c'est encore autre chose. Et donc, du coup, il l'aurait chopé quand même, hein, lui. Hein. Donc, IRL, il va passer un sale quart d'heure. Hein. C'est fou que le métaverse vient à peine de naître, entre guillemets, que tu as déjà des pervers qui pensent à faire ce genre de truc. C'est incroyable. Parce que là, il a quand même pris 4 ans, le bonhomme. Hein. Ils se sont rendus compte que de décembre 2021 à mars 2022, le mec, il faisait sa petite tambouille de merde. Et ils ont réussi à avoir l'historique et ils l'ont chopé IRL. Et là, il va bouffer 4 ans. J'estime que c'est léger, même 4 ans. J'aurais pu lui en mettre 8. Et moi, c'est ce que j'apprends dans l'article, c'est qu'apparemment, ce serait pas le seul, quoi. Il paraît que c'est le harcèlement et les agressions sexuelles dans la métaverse sont en hausse constante. Les experts déplorent le manque de proactivité des entreprises et des plateformes. Ces dernières se contentent d'agir au cas par cas. C'est loin d'être suffisant pour endiguer ce fléau en devenir. Si aujourd'hui les États se mettent à la régulation, qu'ils arrivent à attraper des gens qui font de la merde, du blanchiment et tout, bah c'est bien aussi qu'ils s'occupent un peu de ces gens-là, ça sera pas plus mal. Hein. Parlons maintenant d'un projet NFT qui vient de lever 54 millions de dollars, valorisé à 700 millions de dollars. C'est le projet Doodle. C'est un très gros projet NFT qui existe depuis un certain temps, qui font des petites images très sympas, je trouve, leur design. Et ben ils ont levé auprès du fondateur de Reddit et de son fonds d'investissement et c'est assez énorme pour un projet de lever autant. On rejoint, je pense, quasiment le montant levé par Gary Vee avec ses VeeFriends. Donc on est en train de voir que les investisseurs ont toujours confiance dans les NFT, même en cette période de bear market, même quand le marché est au plus bas, ils continuent d'acheter, ils continuent d'investir sur les plus gros projets NFT. Donc bien sûr la plus grande société NFT c'est Yuga Labs. On a maintenant Doodles qui est en train d'essayer de concurrencer tout ça, on a VeeFriends, on a plein d'autres choses. Donc voilà, la théorie en fait c'est oui le marché est en baisse, mais voilà dans 10 ans, dans 20 ans, les plus gros projets vont rester, vont valoir beaucoup plus et c'est pour ça que les investisseurs achètent. Moi personnellement je trouve ça très difficile de pouvoir estimer quel projet NFT va vraiment marcher dans 10 ans, mais je sais qu'il y a des spécialistes sur le sujet. Quel est le point commun entre Zidane, Xavier Niel, Serena Williams, Mbappé, Griezmann et Gérard Piqué? Eh bien, ils font tous partie de l'aventure Sorare. La start-up française, montée il y a même pas 4 ans et qui vaut désormais plus de 4 milliards de dollars. Sorare est tranquillement en train de péter le game du sport, des jeux vidéo et du business. Donc dans cette vidéo, je vais pas t'expliquer comment jouer ou gagner de l'argent avec Sorare, mais décortiquer le business de la boîte et vous montrer surtout comment est-ce qu'elle a le potentiel de devenir l'une des plus grosses startups de l'histoire. Et c'est parti. Alors pour commencer, déjà Sorare c'est quoi? C'est un jeu vidéo de fantasy football. Qu'est-ce qu'un jeu de fantasy? C'est un jeu qui permet de gagner des points en fonction des performances réelles des joueurs. Donc je vois Mbappé, par exemple, j'ai la carte d'Mbappé. Si Mbappé est performant comme c'est le cas en ce moment, et qui marque des buts et qui fait des très bons matchs, ma carte va gagner des points. Moi je vais être plus ou moins haut dans le classement et à la fin je peux gagner des récompenses. Pour composer ton équipe, tu vas utiliser des NFT qui représentent tes joueurs de football. Tu peux les faire jouer ou bien simplement les collectionner, un peu comme les cartes Panini. La monnaie du jeu c'est l'Ether et toutes les cartes sont authentifiées grâce à la blockchain. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.